Bonjour, merci beaucoup d'être présente à cette activité du collectif de recherche et d'action sur l'habitat, le CRASH. Euh, on a eu l'idée d'organiser cette discussion un peu avant le début de la campagne électorale municipale parce qu'on faisait le constat d'une dépolitisation de la politique municipale, c'est-à-dire d'une tendance qui n'est pas nécessairement nouvelle, consiste à réduire la politique municipale à une simple pratique administrative qui devrait se contenter de gérer des situations ou des crises dont les causes lui échappent en grande partie et sur lesquelles on a en quelque sorte renoncé aussi à exercer un véritable contrôle. Est-ce que vous m'entendez bien, premièrement? Oui. Plus fort. OK, pardon, ça, c'est pas mon fort, mais je vais parler plus fort. La dépolitisation dont on avait en tête, là, elle prend différentes formes. On peut par exemple l'observer dans le débat actuel sur les pistes cyclables, qui accordent beaucoup d'attention aux conflits entre les différents usagers de la route, qui sont bien réels, on ne dit pas le contraire, mais qui nous éloignent de ce qui les cause, en quelque sorte, notamment le fait que la majorité des gens n'ont pas le choix du lieu où ils habitent, ni du lieu où ils travaillent, ou bien dans la grande majorité des cas. La dépolitisation de la politique municipale, elle s'observe aussi dans la quasi-absence du thème des inégalités sociales dans l'actuelle campagne, même si elles sont pourtant omniprésentes et plus visibles que jamais à Montréal. On préfère parler de sécurité, de répression des incivilités, pardon, ou de cohabitation, plutôt que de la relégation d'une frange grandissante de la population à une précarité croissante, à des emplois mal payés et à des secteurs de la ville qui donnent souvent l'impression d'avoir été oubliés au point où on dirait qu'il n'y a que le centre-ville qui mériterait notre attention, ou qui aurait, comme on le dit parfois dans ces jours-ci, qui aurait besoin d'amour. La dépolitisation de la politique municipale, c'est aussi de faire de l'adaptation la seule réponse envisageable à la crise environnementale. L'adaptation, elle est évidemment devenue essentielle face aux transformations qui sont en cours, qui sont déjà bien amorcées. On ne dit pas le contraire là encore. Mais encore une fois, il faudrait aussi se préoccuper de ce qui les cause. Par exemple, de se questionner sur les modes de production et de consommation qui façonnent le développement des villes, plutôt que de se réjouir de l'agrandissement des aéroports de Dorval et de Saint-Hubert et de celui du port de Montréal. La crise du logement, qui n'est pas nouvelle et qui s'est durablement installée au cours des 20 dernières années, est probablement la question la plus politisée de cette campagne, et avec raison. Il faut dire que la ville a été rattrapée par la réalité et qu'elle ne peut plus seulement intervenir après coup, comme elle l'a longtemps fait, en se limitant d'offrir un service de référence aux personnes sans logement. Il est de plus en plus admis que la ville doit jouer un rôle plus actif dans la résolution de cette crise, mais jusqu'ici, les solutions proposées sont mitigées et ont tendance, malgré le recours à une terminologie équivoque qui peut parfois donner l'impression du contraire, à la cantonner dans un rôle périphérique et à la remorque d'un marché dont il ne faudrait surtout pas perturber les activités et surtout le rôle qu'il joue dans la hausse des prix résidentiels. Mais même ce qu'on appelle abusivement le logement hors marché n'échappe pas entièrement à cette tendance. Alors, comment expliquer que soit évacuée du champ d'action municipal la possibilité d'exercer un contrôle démocratique un contrôle démocratique, pardon, sur les dynamiques économiques et le mode de développement urbain qui génèrent congestion, pollution, inégalité et crises multiples? On pourrait en débattre longtemps et je pense que les intervenants qui vont suivre vont peut-être nous offrir quelques réponses à cette question-là, du moins par la bande, en discutant de la manière dont les choses pourraient être faites autrement. Parmi les explications possibles, il y a certainement la plus connue, en fait, c'est celle du statut juridique des villes qui les enferme dans bien des domaines dans un rôle secondaire d'administration, surtout vis-à-vis des autres paliers du gouvernement. C'est loin d'être faux, mais est-ce qu'on doit s'en contenter? Il y a aussi, et ça on en parle beaucoup moins, une importante mobilisation pour le statu quo et pour le maintien des pouvoirs municipaux hors de l'arène politique et démocratique. Pour plusieurs intervenants qui sont très présents dans l'espace public et médiatique, les villes ne doivent pas se mêler d'autre chose que d'assurer la sécurité, de nettoyer les rues, d'accorder des permis le plus rapidement possible et sans discussion, de construire des aqueducs pour les projets des uns et d'élargir les rues pour laisser passer le camion des autres. Si le règlement pour une métropole mixte, le fameux 20-20-20, a si peu fonctionné, c'est, nous dit-on, parce que la ville s'est aventurée en dehors de son terrain de jeu, et certainement pas parce que l'industrie a systématiquement fait obstruction à sa mise en œuvre. Enfin, il faut reconnaître que pour l'instant, il existe assez peu de contrepoids à ces forces immobilistes dans la société.
Et c'est peut-être parce qu'on s'est collectivement habitué à voir les rôles, à voir les villes dans ce rôle secondaire. Je dis on en commençant par moi et sans vouloir faire la morale à qui que ce soit. Et surtout en sachant que c'est une exagération aussi. Et la preuve, c'est qu'on va entendre aujourd'hui des personnes qui, dans leur travail, leur recherche, leur pratique militante, sont engagées d'une certaine façon et dans différents domaines dans la recherche d'alternatives. Elles vont prendre la parole à tour de rôle pour nous présenter quelques réflexions sur la manière dont la ville pourrait être pensée différemment dans des domaines tout aussi variés que l'économie, le logement, la démocratie, la sécurité et l'aménagement des quartiers. On leur a confié la difficile tâche de le faire en 6 à 8 minutes pour nous laisser le temps d'avoir une période de questions et de discussions par la suite. Alors, sans plus tarder, je vais moi-même arrêter de parler pour leur laisser la place, en commençant par Mathieu Dufour, qui est professeur d'économie à l'Université du Québec en Outaouais, et qui s'intéresse depuis un certain temps à des modèles de transition économique, puis à la question de la planification démocratique de l'économie. C'est ce dont il va nous entretenir aujourd'hui. Et Mathieu est à distance parce qu'il y a une réunion à 13 heures à Gatineau, et d'ailleurs, il va devoir nous quitter un peu plus tôt, là. Il s'en excuse, je le fais à sa place. Mais on est très content qu'il ait pu se joindre à nous malgré tout. Alors, je vais, Mathieu, te laisser la parole tout de suite. Et je pense que tu as une présentation à nous partager aussi, hein? Oui, merci beaucoup de l'invitation. Puis effectivement, j'ai une présentation à vous partager. Vous m'entendez bien, ça va? C'est bon? OK. Fait qu'on va essayer de faire un partage. OK, c'est bon. On voit la présentation. Je ne vais pas la mettre plein écran parce que comme ça, moi, je vais me laisser sur le côté un petit chronomètre pour me garder honnête dans le peu de temps qu'on nous donne. OK. Donc, OK, là, on a déjà commencé un peu à faire les excuses, mais grosso modo, mon mandat, c'est de présenter une vision radicalement différente de l'organisation économique actuelle en 6 à 8 minutes. C'est pas exactement facile. Puis qui plus est, les questions municipales, c'est pas non plus mon champ d'expertise précis. Les autres panélistes, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus calés que moi à ce sujet-là. Mais en tout cas, avec un peu de chance, on se complétera. Mais donc, c'est juste pour vous prévenir que je vais en rester un peu avec des considérations générales plutôt que des politiques précises pour un endroit comme Montréal. Puis comme on disait il y a 2 secondes, il va falloir que je me sauve tout à l'heure, donc je m'en excuse d'avance. OK, donc rapidement, pour mettre un peu les choses en place, si on parle du contexte général, sociétal, 3 éléments. On a besoin d'une transition socio-écologique plutôt que tard. Évidemment, je vous casse pas les oreilles avec les différents problèmes environnementaux qu'on a, mais le point principal ici, c'est que ça peut pas se faire en système capitaliste. L'impératif de profitabilité, ça empêche ça. Le fait que le système soit une machine à domper les coûts sur les autres, coûts d'externalité, tout ça, etc. Et que surtout, on a un système qui est dopé à la croissance. Il n'y a aucune chance de faire ça en système capitaliste. Ça nous prend d'autres choses. Premier point. Deuxième point, euh, malgré ce système-là qui génère de la richesse matérielle comme on n'a jamais eu dans l'histoire humaine, on a peine à répondre aux besoins de plusieurs parce que le système n'est pas orienté à la satisfaction de ces besoins-là. Le système est orienté en fonction de la capacité de payer qui est distribuée comme elle est. Donc, c'est une question de distribution, certes, mais c'est une question aussi d'orientation, d'organisation de la production et de son but. Troisième point, on a un déficit démocratique important dans le domaine économique, donc on parle beaucoup de démocratie dans le domaine politique ces temps-ci, avec raison, mais on en a un fondamental dans le domaine économique. On a très peu de personnes qui décident pour tous les autres. OK. Donc, pour ces raisons, pour d'autres, on a besoin d'une organisation systémique différente qui privilégie la satisfaction des besoins et laisse place à différents critères sociaux et environnementaux. À l'échelle municipale, on l'a déjà dit, la capacité d'action des villes est restreinte. Question de moyens financiers, domaine de juridiction, cadre réglementaire, vous savez déjà tout ça. Je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus. Par contre, je voudrais quand même souligner qu'il ne faut pas complètement dédouaner les administrations municipales de tout. Il y a des contraintes importantes, c'est vrai, mais en même temps, il y a une capacité d'investir qui est très importante aussi, un moyen de favoriser certains écosystèmes de plein de manières différentes, on pourra en reparler, notamment avec un approvisionnement dit responsable en utilisant des entreprises d'économie sociale, tout ça, il y a un montant de budget qui est toujours discrétionnaire.
Du point de vue du logement, de la nourriture, tout ça, bon, un coup de coop, de fiducie d'utilité sociale. On peut penser à plein de modèles différents qui, dès maintenant, pourraient permettre de faire des différences. Fait que donc, d'abord, il ne faut pas les dédouaner. Il y a des choses qu'on peut faire, mais néanmoins, je pense qu'il y a un constat central. On reste tributaire d'un modèle économique qui est problématique. OK. Bon. Euh, donc voilà, on reste quand même assujetti à une logique systémique générale qui, elle, est problématique. Ce qui nous amène un peu à vouloir possiblement reconceptualiser le rôle des villes. Parmi les différentes options que j'avais devant moi, je vous en mets deux pour qu'on puisse en discuter un peu après. Premièrement, on peut les reconceptualiser d'abord comme un maillon dans une intégration beaucoup plus circulaire. Moi, je reviens encore une fois, je suis économiste dans mes temps libres. Donc, à l'organisation de l'économie, plutôt que les imaginer comme des entités un peu séparées, j'y reviendrai, mais vraiment voir ça comme étant un maillon dans une chaîne métabolique, dans une organisation qui pourrait être beaucoup plus circulaire, des flux économiques. Il y a plein de flux matériels énergétiques qui passent par les villes, de toute évidence. Si on place une grosse place comme Montréal, il y a bien des affaires qui se rentrent, il y a bien des affaires qui sortent. Il y a donc moyen de mieux organiser ça pour que ça fasse partie d'une espèce d'ensemble plus général. Par exemple, pour la gestion des matières résiduelles, euh, pour les résidents, on a certains endroits où aller, mais pour toute la construction, par exemple, on dit aux entrepreneurs, typiquement, trouvez-vous une place ailleurs, là, puis arrangez-vous pour recycler ça, mais pas, pas dans notre temps. Alors que c'est absurde, c'est ici qu'on fait une grosse partie de la production. Donc voilà, tu sais, il faut cesser de voir ça comme étant une entité complètement autonome, puis essayer de l'intégrer dans une vision beaucoup plus générale à l'échelle de la société. Et donc, voir les villes comme des interlocutrices, certes, ça c'est important, mais aussi comme une sorte d'unité de co-construction, de niveau de co-construction, de politique socio-économique qui se ferait à l'échelle d'une société. Ça, c'est mon premier élément. Deuxième élément, comme un lieu de démocratisation économique et politique locale directement. Fait que là, on va se faire un petit exercice de pensée ensemble. Imaginons une organisation économique de planification démocratique. Fait qu'on n'est plus dans le capitalisme. Il y a plusieurs modèles possibles. Je vous casse pas les oreilles avec ça. On pourra s'en reparler ou ben non, on pourrait me réinviter. Puis là, je vous en parlerai pendant 2 heures de temps à place. Mais, puis j'avais écrit une petite note dans le temps à l'IRIS, je pense, un projet de planification démocratique pour le Québec. Mais le point, c'est que sans s'attarder à un modèle précis, la planification démocratique, c'est quoi? On parle, c'est une reprise en main de manière démocratique des processus économiques par la population. C'est ramener la dimension démocratique dans l'économie, dans la production. Donc, on parle de remplacer nos entreprises privées par des coopératives, par exemple, une socialisation du crédit, priorisation des besoins, on se débarrasse de l'impératif de profitabilité, ce genre d'affaires-là. Fait qu'imaginez un cadre comme ça. Dans ce cadre-là, un des principes fondamentaux, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que les gens que ça concerne devraient s'occuper des choses qui les concernent, justement, et non pas se faire gérer par d'autres. Donc, pour les enjeux locaux, on veut que ça soit géré le plus localement possible. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir de contrôle citoyen, souveraineté locale pour les enjeux pertinent, puis évidemment, ben, ça amène une redéfinition des enjeux en eux-mêmes. Par exemple, dans un principe de planification démocratique, on peut penser à des processus d'audit citoyen, où est-ce qu'on se donne un paquet localement, là, les communautés se donnent un paquet d'objectifs sociaux, d'objectifs environnementaux, demandent aux unités de production de les respecter, de les atteindre, puis ensuite on fait des audits citoyens pour voir si ça se passe pour vrai. Puis ça, une organisation municipale pourrait très bien mettre ça en œuvre, la coordonner, puis tout ça. Donc, ça donne un pouvoir réel de structuration puis de régulation de l'activité économique à l'échelle pertinente, donc à l'échelle municipale, quand c'est le temps. Voilà. Donc, tout ça, c'est que si on pense à une reconceptualisation de l'économie à l'échelle du Québec, il y aura un rôle fondamental pour les échelles locales, mais pour ça, il faudrait transformer un peu la manière dont les choses se passent. Puis là, hey, c'est ma dernière. Ah, c'est pas pire, je suis à peu près dans les temps. Donc, très bien pour l'horizon du possible, qui est quand même un peu à moyen terme. Ça n'arrivera pas en novembre, ce novembre-ci, je pense pas. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on pourrait au moins demander à ce qu'il y ait une extension des principes démocratiques dans la gestion budgétaire, dans l'urbanisme, des villes passant davantage au rôle de facilitateur pour qu'il y ait une prise en main, un contrôle direct des citoyens dans les limites que les juridictions puis
Les lois permettent des budgets participatifs, participation citoyenne plus directe. L'idée, c'est de ne pas attendre nécessairement qu'on soit prêt à transformer le système au complet, mais de commencer dès maintenant à développer des habitudes démocratiques, des aptitudes, des outils qui nous permettront peu à peu de faire cette réappropriation démocratique-là de la production, de nos activités économiques en général. Et voilà, j'arrête ici et je passe la parole à mes co-panélistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, on va passer maintenant à Cassandre j'ai oublié de te demander ton nom de famille, je m'excuse, mais tu pourras le dire. Oui, je pourrais le dire. Oui, Charbonneau. Cassandre Charbonneau de la mobilisation 6600 Parcs Nature, qui est un groupe de citoyens et citoyennes qui est regroupé depuis un certain temps et très activement mobilisé contre un projet d'industrialisation de l'Est de Montréal. Alors, je vais te laisser la parole tout de suite. Oui, merci. Alors, Mobilisation 6600 Parc Nature, c'est un groupe citoyen qui est populaire, qui est né d'un projet de réindustrialisation d'un secteur compris dans le quadrilatère entre les rues Dixon, Éviaux, Notre-Dame et Hochelaga. C'est une expansion portuaire qui n'ose pas dire son nom parce que ça passe par l'entremise d'une entreprise de conteneurisation qui est Raymond Logistique. Et c'est un projet colossal, 15 000 conteneurs, des trains de 100 wagons, 24 heures sur 24, 7 jours semaine, avec un projet de prolongement routier du boulevard Assomption et Souligny pour connecter au port de Montréal et donc permettre au port d'accentuer et d'augmenter son flux de camionnage. Alors, évidemment, c'est un projet pour lequel les citoyens n'avaient absolument pas été consultés. Donc, on est face à deux questions de démocratie et d'aménagement du territoire. Pour ce qui est de l'aménagement du territoire, tout ce qui est industrialisation dans l'ouest de la ville avec le secteur Griffintown, Bridge-Bonaventure, tout ça, ça se désindustrialise pour se densifier en logements, en condos luxueux et ça s'en vient vers l'est. Donc, il y a une question de justice environnementale dans la conception même de l'aménagement du territoire. Et pour ce qui est des questions démocratiques, bien, il y a des grands déficits démocratiques dans cet enjeu-là parce que, les citoyens ne sont pas consultés. Lorsqu'ils le sont, c'est parce qu'ils ont forcé, et les ont forcé la consultation publique, d'où le nom de la mobilisation. 6600, c'est le nombre de signatures récoltées en porte-à-porte pour forcer une consultation publique sur le projet, alors que le projet était déjà dessiné. La consultation publique a eu lieu, mais a eu lieu sur ce qui avait déjà été décidé derrière des portes closes. Donc, ça a donné peu de choses en somme. Les gains sont venus beaucoup plus tard et le problème reste entier parce que Raymond Logistique est encore là, bien qu'il n'opère pas encore comme il le voudrait après 10 ans de lutte. Donc, on peut dire que le projet, on le retarde. Il est limité dans ses heures d'opération de 7 heures à 7 heures, 7 heures le matin, 7 heures le soir. Et il n'a toujours pas de train, bien qu'il ait au moins une voie ferrée sur son terrain. Pour l'instant, ça, c'est pas encore en place. Par contre, la ville, dans une entente conclue entre la ville et l'entreprise, parce que l'entreprise a poursuivi pour 373 millions de dollars la ville. Donc, ça a eu l'effet d'une poursuite bâillon, ou du moins ça a été une force intimidatrice très forte qui a poussé la ville à conclure une entente avec lui dans laquelle elle lui verse 17 millions, consent à acheter la moitié de la friche ferroviaire qui appartient au CN, qui sépare le quartier résidentiel du terrain de l'entreprise et s'engage à aménager tout ce qui va permettre de mitiger les nuisances, dont un ouvrage anti-bruit, des bassins de rétention de pluie pour l'entreprise et de lui accorder toutes les dérogations, bien que cette dernière portion, accorder les dérogations, ait dû faire l'objet d'une autre consultation publique à l'OCPM, selon le cadre réglementaire de la Ville, mais c'était une formalité. La Ville a conclu une entente en septembre 2024 et les consultations publiques ont débuté en novembre 2024 pour obtenir un rapport très favorable aux citoyens, très défavorable
à l'entreprise et à l'octroi des dérogations, qui est sorti en 2025. Mais néanmoins, la Ville a décidé d'entériner et de voter à l'unanimité l'octroi des dérogations. En toute empathie pour les représentants élus, je dirais qu'il n'y avait pas de bonne posture dans cette affaire, mais néanmoins, le courage politique auquel les citoyens s'attendaient aurait pu prendre deux formes, soit refuser les dérogations, faire tomber l'entente conclue avec l'entreprise et retourner à la table des négociations ou risquer de subir un procès. Ou bien dire, désolé, chers citoyennes et citoyens, nous n'avons pas les coups des franches. La direction générale de la Ville nous intime l'ordre d'octroyer les dérogations pour conclure l'entente. Ceci n'est pas un exercice démocratique. La démocratie est bien imparfaite. Alors, aucune de ces deux choses-là ne s'est produite, malheureusement, ce qui a évidemment beaucoup forcé les citoyens. Mais néanmoins, à force de pression, on a réussi à faire des gains. Retarder le projet en est un. Obtenir la protection complète du boisé Steinberg qui devait être traversé par un boulevard, qui devait aussi être détruit pour un poste de transformation d'Hydro-Québec. Réussir à protéger le boisé Steinberg, réussir à avoir tous les partis politiques dans les présentes élections à se commettre à mettre sur pied une fiducie d'utilité sociale avec la population qui le demande. On travaille là-dessus depuis des mois déjà. Et là, vu qu'on est en période électorale, ben, ça a été récupéré puis annoncé comme une vraie bonne idée. Donc ça, ce sont des gains, mais le déficit démocratique reste entier, notamment par je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais le manque d'accès à l'information. Les projets arrivent, les bulldozers arrivent, et là, les gens font quoi? Donc, accéder à l'information, avoir les outils pour se mobiliser. C'est une lutte épuisante, mais reprendre du pouvoir citoyen, je pense que c'est ça. Il faut consulter et écouter et façonner le territoire avec les gens qui l'occupent. Je pense que c'est la leçon qu'on peut tirer de cette lutte-là. Merci. Merci beaucoup, Cassandre. Je vais maintenant passer la parole à Véronique Laflamme du Front d'action en réaménagement urbain, le FRAPRU, qui va nous parler de logement, de crise du logement et de ce que les villes pourraient faire mieux et autrement. Bonjour. Ah oui, excusez. Oui, comme ça. Donc, bonjour tout le monde. J'aurais pu partir de beaucoup plus loin pour parler du rôle des villes et de logement, mais en 7 minutes, j'ai fait des choix éditoriaux. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, il est clair que le logement est directement lié au droit à la ville, au droit des habitants et habitantes à participer à la création, à l'usage de la ville, qui doit être un bien commun, juste, inclusif, durable, etc., et au développement de communautés fortes. Je vais parler de logement plus locatif aujourd'hui parce que, bon, à Montréal, la majorité de la population est locataire, mais on pourrait élargir durant la période de discussion si jamais c'est autre chose qui vous intéresse. Donc, le logement joue un rôle central pour déterminer comment on habite la ville, comment aussi on peut gérer collectivement nos milieux de vie et décider ensemble pour faire référence un peu à tout ce contrôle démocratique qui est vraiment central dans nos préoccupations dont parlait Mathieu. Les membres du FRAPRU et plus largement les comités logement, comités de locataires, comités de citoyens et citoyennes sont actifs depuis plus de 50 ans dans certains cas. Depuis tout ce temps, il y a une réflexion sur comment on veut que les locataires aient voix au chapitre sur le développement de leur ville. Il y a eu plusieurs campagnes par le passé, mon logement n'est pas à vendre, des quartiers où nous pourrons rester, etc. Donc, les préoccupations dont on discute aujourd'hui, elles ne sont pas nouvelles dans notre mouvement. On a élaboré par le passé plusieurs demandes s'adressant au gouvernement supérieur, mais aussi aux villes. Ça a pris plus de place dans notre travail depuis les fusions municipales où les dates de campagne électorale sont au même moment. Et là, les membres du FRAPRU ont vraiment accentué il y a maintenant plus de 15 ans, la réflexion sur quelles sont les demandes qu'on peut porter à l'ensemble des villes. Et c'est un peu de là dont je m'inspire pour vous présenter quelques pistes aujourd'hui. Dans le contexte actuel, c'est l'abordabilité du logement qui est l'enjeu numéro 1. Hein. Ici, dans Ville-Marie, le taux d'inoccupation est de plus de 5 %. C'est pas vrai que c'est une question d'offre. La crise du logement actuellement, il faut malgré ce que bien des gens essaient de nous faire croire, c'est pas une question d'offre et de construction, mais c'est vraiment une question d'inabordabilité. C'est à ça qu'il faut s'attaquer.
Donc, je ne vais pas aborder les aspects réglementaires qui permettent de réfléchir comment la ville peut intervenir, puisqu'aujourd'hui, on était plus dans le macro, sur comment la ville peut jouer un rôle plus politique, etc. Mais si c'est ce qui vous intéresse, il y a plusieurs éléments réglementaires où la ville peut agir sur la réglementation de la salubrité, l'octroi de permis permettant de limiter la perte de logements locatifs. On a vu ça dans les dernières années, les enjeux de réglementation autour de l'hébergement touristique, la taxation des logements vacants. Donc, il y a plusieurs pistes si on veut juste s'intéresser à l'aspect bien réglementaire qui peuvent être mis en branle, certaines qui ont été adoptées dans les dernières années. Je vais donc plutôt me concentrer sur le grand projet collectif de faire progresser la part occupée par le logement social sur le parc locatif. Parce que ça, c'est un projet politique. Si on constate que la majorité de la population est locataire, mais que 90% du parc de logement, c'est du logement privé qui est soumis à une logique économiste dans un contexte de financiarisation du capitalisme, mais aussi du logement. Donc, si on veut essayer de s'attaquer à l'inabordabilité, le projet politique, c'est de faire grossir la part insuffisante occupée par le logement social. Logement social et logement communautaire, qu'est-ce que c'est? Rapido pour le frapper, c'est du logement, en fait, qui a une mission sociale, qui appartient pas à des propriétaires privés, qui est hors de la logique du profit, qui a un logement abordable au regard de la capacité de paiement, qui permet de loger notamment les locataires à faible et modeste revenus. Et au Québec, on a bien aimé parler de logement social et communautaire par le passé pour indiquer que peu importe les formules, les locataires sont impliqués dans le contrôle démocratique, entre autres dans le développement. Beaucoup depuis 25 ans de coopératives et d'OSBL d'habitation, les communautés ont été partie prenante du développement de ces logements-là, d'où l'attachement au terme communautaire dans certains milieux. Mais plus généralement, si on regarde, dans le fond, le contrôle qu'ont les communautés, on peut inclure les HLM dans le vocable communautaire. Parce que dans les HLM au Québec, les locataires ont des associations de locataires financés. Les offices sont obligés, suite à des luttes, de mettre en place des comités consultatifs de résidents et résidences, qu'il n'y a pas ailleurs au Canada. Et les locataires sont aussi représentés dans les conseils d'administration. Donc, il y a quasiment plus de garanties en termes de gouvernance démocratique que dans certains OSBL. Donc, c'est pour ça qu'on les inclut aussi dans le grand vocable social et communautaire. Donc, la perspective dans laquelle on travaille, c'est de doubler le nombre de logements sociaux et communautaires d'ici 15 ans. Faites un petit calcul pour Montréal, là, 65 000 environ actuellement. Si on veut doubler, ça donne 4 300 par année, 17 000 pour le prochain mandat. Si on veut faire progresser durablement, c'est vers là qu'il faudrait aller. Mais des fois, on en construit puis on en perd. D'où les inquiétudes plus macro que je vais vous partager sur tous les enjeux de démocratie qui touchent le logement. Dans le fond, ce qui nous intéresse actuellement, c'est si on veut faire progresser durablement la part occupée par le logement social, bien, il faut s'intéresser à la pérennité de la mission sociale, mais à la pérennité hors du marché privé de ces logements-là. Et ça nous ramène toujours aux enjeux de démocratie dont parlait Mathieu à raison. Donc, je vais y revenir à ce volet-là. Juste avant, puisqu'on s'intéresse à des politiques, comme on veut rêver la ville, que peuvent faire les villes en termes de logement social? Parce que ce qu'on entend beaucoup parler actuellement, c'est ben ça dépend des gouvernements supérieurs. Et d'ailleurs, les partis politiques montréalais ont un peu baissé les bras. Dans le communiqué de presse qu'on a émis ce matin, on disait ben on accuse les partis montréalais de faire preuve de défaitisme en matière de logement social durant la présente campagne. Il n'y en a aucun qui nous parle de logement social pratiquement. On nous parle de logement hors marché. Je vais y revenir, sans aucune garantie pour le logement social et du logement hors marché qui se base sur le marché. Ce n'est pas vraiment non plus du logement hors marché. Je vais y revenir aussi. Donc, on a besoin des programmes des gouvernements supérieurs, mais on peut faire, même si les gouvernements supérieurs ne nous donnent pas la garantie qu'ils vont être au rendez-vous pour financer. Les villes font partie du rapport de force pour arriver à obtenir des investissements dédiés des gouvernements supérieurs et des programmes adéquats. Par le passé, quand le fédéral s'est retiré du logement social, Montréal a adopté son propre programme, Résolution Montréal, qui a par ailleurs influencé, dans le fond, l'élaboration d'un programme Accès Logis qui, par la suite, a permis de développer au Québec du logement social et communautaire pendant 25 ans. Il y a eu le PAL, qui était un programme d'acquisition de logements locatifs. Plus récemment, Montréal avait son propre programme, Logement Accès Logis Montréal. Donc, les villes peuvent avoir leur programme de logements sociaux. C'est pas vrai que parce que les gouvernements supérieurs n'offrent pas de garantie qu'on ne peut pas se donner des objectifs de logements sociaux.
Donc, premier élément, on a des leviers dans les villes. À Montréal, entre autres, hein, c'est la seule qui a une société d'habitation, la SHDM, en plus de son office d'habitation qui est l'OMHM. Donc, on a des leviers pour faire du logement social public, mais encore faut-il revendiquer que ça en soit quand même. Donc, premier élément, se doter de nos propres programmes. Deuxième élément, qu'ont les villes pour participer à un projet politique en matière de logement, l'utilisation du foncier. C'est majeur. C'est un élément qu'on a toujours mis de l'avant au FRAPRU. Et il faut quand même dire qu'à Montréal, il y a eu des avancées importantes dans les toutes dernières années à ce niveau-là. Donc, la ville a mis des fonds pour non seulement pour acheter des terrains, pour les sortir de la spéculation et les réserver à du logement social. C'est important de dire parce qu'actuellement, ces acquis-là sont menacés. Mais on a réussi à utiliser le foncier qu'on avait, mais aussi à acquérir du foncier pour éviter que ce ne soit que des développeurs privés qui achètent les terrains disponibles et ils développent des projets complètement inabordables. Ça ne se fait pas assez. Je vois Sylvie d'Action Dignité Saint-Léonard dans la salle. Les enjeux autour du développement du transport en commun. C'est pas partout qu'on réserve encore les sites vacants pour du logement social autour des pôles de développement du transport en commun. C'est un autre enjeu, mais on a quand même, il faut le reconnaître, ce ne sont pas tous les villes. À Québec aussi, il y a eu des avancées là-dessus. Hein. La ville a commencé à acheter de façon plus ambitieuse des terrains, à les sortir de la spéculation, à consacrer des fonds à ça. Donc, l'utilisation du foncier. Il n'y a pas si longtemps, les villes vendaient encore des terrains super bien situés à des promoteurs privés au lieu de les réserver à du logement social. Il y a donc, toute cette question-là de l'acquisition, ce n'est pas seulement concernant le foncier, mais au niveau des immeubles. Et ça aussi, on a vu à Montréal que ça se généralisait. Bon, là, je veux arriver à la démocratie. Donc, je voulais glisser un mot sur l'inclusion quand même. J'ai séparé l'aspect réglementaire, mais au niveau de l'inclusion, Montréal était la première ville à avoir un règlement d'inclusion obligatoire. Et c'est important parce que ça permet de lancer un message que ce n'est pas les promoteurs qui décident pour le développement, entièrement, pour le développement de nos grands sites. Je vais rapidement aborder l'aspect du volet démocratique du territoire. Si on veut avoir un développement démocratique du territoire en matière de logement et de démocratisation du logement dont parlait Mathieu, il y a deux pistes pour les villes. La première, si on veut une pérennité, et participer à la constitution d'un véritable patrimoine collectif, il faut faire aucune compromission sur le contrôle démocratique. Et actuellement, c'est un enjeu parce que jusqu'ici, on avait un aspect, je l'ai dit tout à l'heure, communautaire dans la gestion du logement social, que ce soit HLM, Coop ou SBL. Des villes comme Montréal et plusieurs entreprises en économie sociale actuellement nous parlent d'un changement d'échelle pour réussir à grossir la part occupée par le logement sans but lucratif. Le danger actuellement, c'est que le contrôle des communautés n'est pas acquis. Donc, il y a, dans les plus petits, dans les OSBL, les coops, bon, les coops, c'est de l'autogestion. Dans les OSBL, par le passé, c'était mis sur pied par une communauté qui avait des membres. On avait une mission. C'est des OSBL en lien souvent avec la mission d'un organisme répondant à des besoins spécifiques. On a vu des coops de solidarité. Donc, c'est pas seulement les locataires, mais leurs familles, leurs proches, proches aidants qui étaient sur les CA, qui étaient les membres. Là, actuellement, et je prends mon 30 secondes, l'enjeu, c'est que je vais vous en parler de ça parce que c'est complexe, mais c'est central. Donc, l'enjeu actuellement, c'est que le développement de ce logement hors marché, il n'est pas réfléchi avec les communautés. Donc, on est en train de confier des ressources publiques énormes à des organismes qui n'ont pas de membership autre que leurs administrateurs. Et il faut le réfléchir avant de confier des ressources municipales, que ce soit des subventions, des prêts ou des terrains. Donc, si on veut s'inscrire dans cette réflexion que nous proposait le Crash aujourd'hui, je dirais que c'est un enjeu duquel il faut s'intéresser et ensuite, comme citoyen et citoyenne, de voir comment on peut influencer le développement à notre échelle locale. Je pourrais citer en exemple, par exemple, la Société d'habitation des communautés noires récemment mise sur pied ou un nouvel OSBL qui a été mis sur pied dans Pointe-Saint-Charles, par exemple. Mais c'est encore trop peu. Alors, le risque, c'est que des ressources que les villes veulent consacrer à du logement hors marché arrivent avant qu'il y ait eu, dans le fond, une participation des communautés sur cette vision du développement. Alors, on pourra poursuivre pour la suite dans la période d'échange. Mais sur notre site web, on a un dépliant sur le sujet.
Merci beaucoup, Véronique. Et on s'excuse, là, on sait qu'on vous a mis de la pression là, pour tout faire rentrer dans un temps vraiment trop petit, mais merci quand même de participer à l'exercice. Ted Rutland va être notre prochain, va être le prochain à prendre la parole. Ted est professeur de géographie à l'Université Concordia. Il fait des recherches beaucoup, je dirais, sur la répression policière, en particulier celle des groupes minoritaires à Montréal et ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va nous parler de sécurité et de police en général. Ouais. Merci tout le monde. Donc, je vais parler de la police, la sécurité publique. La sécurité publique est dans la campagne électorale actuelle un enjeu principal, comme c'est toujours le cas. Et ce qu'on voit, c'est des plateformes des différents partis qui sont extrêmement similaires, avec une seule exception que je vais nommer plus tard. Et je pense qu'il y a deux choses qu'il faut comme prendre en considération quand on parle des enjeux de sécurité à l'échelle municipale. C'est un, on a tendance à voir comme la sécurité publique comme quelque chose de très abstrait qui est vécu de la même façon par tout le monde, mais on peut comme comprendre très facilement que les sources de sécurité et d'insécurité peuvent être très différentes pour des différentes communautés. Donc, pour moi, un homme blanc de classe moyenne, la police peut être vue comme une source de sécurité, alors que la police est une source d'insécurité pour beaucoup de populations pauvres, racisés, utilisateurs de drogue, travailleuses de sexe, etc. Donc, il faut comme le rendre plus concret et de détruire l'idée que sécurité publique, c'est juste comme quelque chose qui peut être géré de façon très générale. Et deuxième constat qu'il faut faire, c'est que les sources de sécurité dépassent largement la police. Il y a plein de choses qui sont faites et qui peuvent être faites pour produire plus de sécurité pour tout le monde sans la police. Et on vit dans un contexte actuel euh, formé par 40 ans où on dépense énormément d'argent dans les forces policières au détriment de tous les autres programmes sociaux et communautaires qui servent vraiment à promouvoir la sécurité pour tout le monde. Donc, c'est quelque chose qu'il faut renverser, mais c'est quelque chose, ouais, voilà, qu'il faut renverser aussitôt que possible. Je vais élaborer sur les deux points dans quelques minutes. Un, la question de la police comme source de sécurité et d'insécurité. Donc, au départ, avec les forces policières, c'était très évident que ce n'était pas une source de sécurité pour tout le monde. C'était des forces qui ont été créées pour défendre le statu quo, pour défendre les intérêts des propriétaires. Et c'est un peu pour ça que la police est un service municipal, parce que les municipalités ont été créées pour offrir des services aux propriétaires. Donc, ramassage de déchets, les rues, la police, plein de choses pour les propriétaires. Au fil des années, il y a eu des luttes contre la violence policière qui ont vraiment comme pris de l'ampleur dans les années 60 et ensuite dans les années 80, et un effort de transformer la police dans quelque chose d'autre, quelque chose qui pourrait vraiment promouvoir la sécurité pour tout le monde. Il y avait plein de revendications qui ont été faites. Ceux qui ont été mis en œuvre étaient des réformes très simples, comme des meilleures formations pour les policiers, l'embauche de plus de policiers issus de la diversité, plus de rencontres et de dialogues entre la police et les communautaires, les communautés, et tout récemment les caméras temporelles. Et c'est toujours ce qui est dans les plateformes des majeurs partis politiques, ce qu'on va régler le problème de violence policière, profilage racial et profilage social avec genre des escouades mixtes. On va avoir la police qui travaille en équipe avec des travailleurs sociaux, des professionnels de la santé, etc. On va équiper des policiers avec des caméras temporelles, alors que le groupe qui revendique le plus des caméras temporelles, c'est la Fraternité des policiers et policières de Montréal. Donc, c'est pas quelque chose qui va normalement rendre les policiers redevables. Ce qu'on peut faire, ce qui est fait un peu ailleurs, c'est de réduire le rôle de la police dans nos communautés, de regarder qu'est-ce que la police fait présentement qui pourrait être fait mieux par un autre service. Donc,
d'accepter que la police, c'est une institution violente, raciste, anti-pauvre. Ça a toujours été et ça va toujours l'être, mais de regarder comment on peut réduire le rôle de la police pour le remplacer avec d'autres services qui peuvent vraiment comme promouvoir la sécurité de tout le monde. Donc, c'est une question de définancer la police et de réinvestir dans plein d'autres choses. Donc, qu'est-ce on pourrait faire pour, comme, au lieu de la police, qu'est-ce qu'on devrait refinancer? Mais il y a plein de choses. Évidemment, on pourrait plus investir dans la prévention de la violence, de réprimer des actes de violence après le coup. C'est parfois le moindre mal, mais il y a plein de choses qui pourraient être faites pour prévenir la violence. Il y a des groupes comme Café Jeunesse Multiculturel de Montréal-Nord qui fait un travail énorme et essentiel avec des jeunes adolescents et jeunes adultes marginalisés dans les quartiers qui soutiennent ces personnes, qui désamorcent des conflits, plein de travail qui est essentiel et qui pourrait être mieux financé. Et il pourrait y avoir des groupes comme ça dans plein de différents quartiers. Donc, prévention, c'est très important. Deux, on peut regarder les appels 911 et voir si, avec ces appels, la police est vraiment la meilleure réponse à la sorte d'appels qui sont reçus par le 911. Et c'est même Fadi Lagarde, notre chef de police, qui a dit que entre 70 et 80% des appels 911 sont des appels pour des situations qui n'ont rien à voir avec la criminalité, la violence, etc. Et c'est clair que la police n'est pas nécessairement la meilleure réponse à cette sorte d'appel. Malheureusement, nous avons un chef de police qui est moins pro-police que notre gouvernement. Notre gouvernement municipal voit la police comme la solution à toutes sortes de situations, alors que notre chef de police est un peu comme non. Ben, il y a des choses que des autres groupes pourraient faire. Et c'est quelque chose qui est mis en œuvre dans plein d'autres villes, où on commence à créer un quatrième service. La police, les pompiers, les ambulanciers, un quatrième service qui, c'est un groupe de personnes, peut-être des travailleurs sociaux, peut-être des professionnels en santé, qui peuvent répondre à un certain nombre d'appels 911. Et troisièmement, on pourrait évidemment investir dans le logement et des services pour les personnes en situation de délinquance. On gaspille énormément d'argent et de plus en plus chaque année pour faire la police une sorte de gare à l'homme contre les personnes en situation d'itinérance. On va déplacer une personne d'un coin de rue à un autre pour ensuite les passer 4 heures plus tard quelque part d'autre, alors que même les policiers comprennent que ça sert à rien. Et on dépense énormément d'argent pour ne pas régler un problème. Même l'Union des municipalités du Québec, dans un rapport il y a 2 ans, a montré que ça nous coûte 65 000 $ par an comme société pour chaque personne en situation d'itinérance. En coût de police, de cours, des prisons, de santé, des refuges. 65 000 $, c'est pas mal comme salaire. On pourrait juste loger des gens. Voilà. Et juste pour finir, comme certaines de ces propositions sont dans la plateforme de transition Montréal. Donc, il y a une exception et je ne peux pas dire que ils vont régler tous les problèmes, mais c'est au moins, ça me donne de l'espoir de voir que quelqu'un est capable, une partie est capable de sortir du statu quo en termes de sécurité. Merci. Merci beaucoup, Ted. Notre dernière intervenante avant la période de questions et d'échanges, elle se nomme Judy Kael. Elle travaille à la table de concertation du Faubourg Saint-Laurent, où elle est chargée de concertation et de projets collectifs. Et elle va nous parler de cohabitation sociale. Oui, merci. Je vais aussi un petit peu essayer d'éditer ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites par mes copanélistes. Donc, la première question qu'on me posait, c'était pourquoi la cohabitation sociale devrait faire partie de la campagne électorale. Rapidement, ça va être une thématique qui n'est pas tellement abordée ou du moins sous des angles un petit peu différents. En fait, justement, on parle beaucoup d'itinérance et de sécurité. Et puis, au niveau de la sécurité, ce qu'on va entendre, c'est beaucoup la sécurité des résidents et des résidentes, donc des personnes qui ont des adresses fixes.
Sauf que quand on regarde un petit peu les privilèges, ben, le fait d'avoir un logement, c'est être déjà plus en sécurité. Donc, la sécurité des personnes itinérantes n'apparaît pas dans le discours des candidats et des candidates. Et puis, au niveau de tout le discours sur l'itinérance, c'est beaucoup abordé uniquement sous l'angle du manque de logement versus le vivre ensemble. On a eu des promesses d'élimination de l'itinérance en un mandat, donc en 4 ans. Ce qui est comme profondément illusoire. Depuis le temps qu'il y a de l'itinérance et qu'il y a eu des programmes et des tentatives, ça n'est pas arrivé. En plus, à chaque fois qu'on fait un portrait, on voit que ça augmente. Quand on fait le portrait, ça a encore augmenté au moment où le portrait arrive. En plus, tout ce qui est la construction de logements, comme disait Véronique, ça prend du temps avec les communautés aussi. Donc, loger tout le monde en 4 ans, même si c'était financièrement possible, est-ce que ça répondrait vraiment aux besoins de toutes les personnes? On peut se permettre d'en douter. Également, on parle seulement de construire des logements. Donc, l'itinérance, une des caractéristiques, le manque de logement, mais pas que. Puis, c'est un côté très... pas tellement systémique parce que les systèmes de production de l'itinérance, ils sont pas questionnés. Donc, ça peut pas être suffisant. Dans la construction du logement, on parle un petit peu de logement abordable, mais on sait jamais ce que ça veut dire vraiment. On nomme pas à quel point le logement doit être adapté à la composition du ménage, salubre, puis que ce soit un loyer qui permette ensuite de bien se nourrir, se déplacer, etc. Fait que j'en ai vu d'autres qui parlaient de logement viable plutôt que abordable, parce qu'abordable, les définitions peuvent changer d'une personne à l'autre. Et puis, supposons qu'effectivement, un parti arrive à éliminer l'itinérance d'ici 4 ans. Ça reste pertinent de parler de cohabitation sociale parce que tout le monde, logé ou non logé, se retrouve dans les espaces publics avec autant des besoins que des envies qui peuvent être complémentaires, mais qui peuvent aussi se faire concurrence. Donc, c'est pour ça que je parlais du vivre ensemble tantôt. On va continuer à exister tous et toutes dans des espaces et trouver réponse ou pas à nos différents besoins. Qu'est-ce que la ville fait actuellement, puis qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus ou de mieux ou de différent? Actuellement, ce qu'on voit, c'est quand même un petit peu plus des mesures d'atténuation, des choses qui sont plus dans le curatif que dans le préventif. Par exemple, on a les brigades mixtes, ou bien on voit beaucoup de personnes qui vont nommer la brigade EMIS, qui est intéressante, qui répond à certains besoins, mais qui fait vraiment de l'intervention ponctuelle. Donc, il ne va pas aller créer des liens avec les personnes, les communautés. Il y a le programme PIMI, qui est le programme Itinérance et Milieu Inclusif, qui est intéressant parce que c'est pas excusez, il y a un bruit, ça me dérange. Qui n'est pas un financement à la mission, mais au moins qui a l'avantage d'être un projet pluriannuel sur 3 ans, ce qui permet quand même de bâtir certaines choses sur une certaine durée, qui vise autant l'inclusion sociale des personnes en situation d'itinérance, amélioration de la cohabitation et déjudiciarisation. Donc, le programme est vraiment intéressant et il y a une bonne enveloppe, mais c'est quand même pas à la hauteur des besoins, puisqu'il y a beaucoup de projets. Donc, peut-être une considération, c'est de voir si on peut mettre plus d'argent là-dedans. Après, ça reste quand même quelque chose qui repose sur les organismes. Donc, il y a peut-être des choses à instiller un peu plus dans les services directement et les activités, tout ce qui est fait par les arrondissements et la ville, histoire qu'il y ait une transformation un peu plus structurelle plutôt que toujours payer puis quelque part sous-traiter des projets. Puis, je pensais à un très bon document qui a été fait récemment, qui est tout simplement le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal. Parce que moi, de mon point de vue, je suis très au niveau local, donc je voulais commencer à regarder mes comptes rendus de rencontres. Mais là, c'est vraiment une consultation de très grande portée. Les commissaires sont allés au-delà du cadre qui leur était donné parce qu'en fait, il faisait pas de sens d'être aussi restreint. Donc, il y a tout plein de recommandations. Donc, j'en ai choisi quelques-unes que je préfère. Elle parlait de susciter l'engagement des Montréalais et des Montréalaises et donc de s'indigner contre l'itinérance et pas contre les personnes en situation d'itinérance.
Puis ça recommandait la création d'un comité consultatif des personnes qui ont un vécu de l'itinérance, donc soit qui y sont actuellement ou qui y ont été, qui serait un pilier permanent de gouvernance et doté d'un budget propre qui facilite la participation, donc que ce soit une rémunération, etc. Puis l'idée, c'est d'utiliser ce nouvel organe pour installer des nouvelles pratiques, donc autant au sein de l'appareil municipal qu'avoir des recommandations en matière d'aménagement, animation des territoires, etc. Donc, voilà, au niveau de la cohabitation, j'aimerais qu'on entende plus de qui est dans les espaces publics, comment, qui recommande ou critique ce qui s'y passe. Donc, ça fait un peu lien avec les déficits démocratiques qu'on citait dans d'autres présentations. Merci. Merci beaucoup. Ça conclut les présentations qu'on avait prévues. Et donc, pour la deuxième, enfin, de la dernière partie de l'activité, donc pour du moins la prochaine demi-heure, on avait prévu accueillir des questions, réactions, commentaires de la part de nos deux publics, là, parce qu'il y a des gens qui sont à distance, mais des gens qui sont dans la salle également. Alors, on va essayer de gérer ça le plus efficacement possible, avec de l'aide, bien entendu. Ah, c'est bien. Oui. Tu as fait ça, c'est ça. Ah, merci. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà? Et si oui, est-ce que vous pouvez poser des questions au micro? Oui, lundi soir, Francis Lapierre. Lundi soir, j'étais à une conférence de l'UPOP sur donner une voix aux générations futures. Puis je posais une question sur la crispation de l'imaginaire. C'est-à-dire que, comme citoyen, souvent on n'a pas les connaissances pour se rendre compte qu'on pourrait aménager la ville différemment. Hein, c'est pas tout le monde qui est urbaniste puis qui connaît comment dire, les nombreuses lois, règlements et aussi au niveau politique, comment ça fonctionne, tous les rouages. Puis, on nous a pas enseigné, on a pris la ville comme un bien qu'on nous donnait. On est né dans la ville, puis là, on vit la ville. Puis là, on n'a pas de pouvoir sur ce qui s'y déroule, comment c'est aménagé. Pour donner un exemple, moi, je veux remplacer la métropolitaine par un boulevard urbain avec tramway et pistes cyclables. Mais les gens, ils se font répondre des choses comme, on peut pas faire ça, c'est pas imaginable, qu'est-ce qu'on va faire du camionnage? Comme si le camionnage, on pouvait pas s'en débarrasser. On pouvait pas transporter des objets autrement. Tu sais? Donc, il y a une crispation chez les gens, ils peuvent pas imaginer autrement. Ils peuvent pas, ils ont de la difficulté, puis on les outille pas pour imaginer autre chose. OK? Comme moi, ce que j'ai vu, c'est que première des choses, la Ville de Montréal, il n'y a pas de voie de contournement pour le camionnage lourd. Il faudrait en avoir une entre la 40 à Repentigny et la 30 à Varennes. Et puis, aussi, au niveau du camionnage interne, il y a le projet Colibri de la Ville de Montréal qui a fait de la distribution par vélo cargo électrique. Donc, il y a moyen de réduire le camionnage. Est-ce que ça va être suffisant pour vraiment se débarrasser de la métropolitaine? Moi, je pense que oui, on pourrait, s'il y avait la volonté politique et si les gens étaient informés puis poussaient dans ce sens-là. Mais actuellement, je vois pas ça. Les gens sont pas suffisamment renseignés, n'ont pas réfléchi suffisamment. Et puis, c'est pas vraiment proposé, à part moi, là, un peu en dehors de la boîte, là, qui propose ça.
Pourtant, on voit chaque année à quel point ça détruit la ville, la métropolitaine. Ça tue du monde, ça blesse, ça rend malade physiquement et mentalement. C'est laid, en tout cas, c'est tout. Donc, ouais, question, comment on peut sortir de cette crispation et de l'imagination des gens qui habitent la ville? Merci. Oui, c'est ça que j'allais proposer. Isabelle, est-ce qu'il y a d'autres interventions en ligne pour l'instant? Il y a quelqu'un ici, par contre, qui en a parlé. Allô, merci beaucoup pour l'information. Je me demandais quelle forme pourrait prendre une forme justement d'audit public, comme le proposait Mathieu, si je me souviens bien, pour justement mobiliser les citoyennes, savoir qu'est-ce qui se passe dans le quartier, puis rendre ça d'autant plus local pour les gens concernés. Avez-vous, juste d'un point de vue plus d'un exercice d'imagination, justement, comment est-ce qu'on pourrait aller chercher le monde, puis matériellement, comment est-ce que ça pourrait se concrétiser, cette forme de consultation citoyenne-là? Merci. On pourrait peut-être prendre une autre intervention. Oui, Isabelle? Oui, pour faire l'alternance, on a quelqu'un en ligne qui demande dans quelle mesure l'échelle gouvernementale municipale peut imposer les plafonds sur les loyers non hors marché, ou est-ce que ce serait du ressort d'une autre échelle gouvernementale en lien avec le TAL peut-être? C'est ça pour l'instant. OK, donc là, on a trois questions. Une sur notre absence d'imagination pour penser les flux de circulation puis les autoroutes, le réseau autoroutier dans la région de Montréal. Une sur comment on pourrait envisager cet exercice de démocratisation de la planification puis de l'aménagement urbain. Et la troisième, plus sur la question du logement, là, quel est le pouvoir des administrations municipales sur le contrôle des loyers, si je résume ça de cette manière-là. Est-ce que quelqu'un souhaiterait se lancer? Ben, moi, je vais y aller sur la 3, mais je me tiens sur la 3. Oui, OK, je vais y aller sur l'imaginaire. Parce que je pense que ça prend de l'espace pour imaginer autre chose. Puis les espaces où on a la place pour imaginer autre chose sont rares. Et là, évidemment, je pars de ma propre expérience avec le terrain vague dans Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, qui, de par son caractère vague et indéfini, laisse l'espace pour imaginer ce que peut être l'aménagement ou le non-aménagement. Et c'est précieux parce que ça développe aussi l'esprit critique et l'esprit imaginaire des enfants. On a lancé une opération populaire d'aménagement qui en est à ses balbutiements et les enfants ont décidé de lancer leur propre OPA. Ils s'appellent eux-mêmes les enfants de la friche et ils ont leur propre conception de ce que devrait être le territoire parce que pour eux, c'est une patch d'asphalte ici, une fleur là, des arbres qui poussent entre les rails, on peut grimper, on peut courir, on peut ramasser des cailloux, il y a des escargots, ça développe vraiment leur imaginaire puis c'est prouvé à une échelle psycho-neurologique que c'est bon pour les enfants de jouer dans ce genre d'espace-là. Maintenant, pour ce qui est de la question qui touche à, par exemple, la métropolitaine, qui est un problème autrement plus complexe, les gens qui la subissent sont peut-être pas les personnes qui ont le temps ou les moyens d'imaginer autre chose parce que c'est souvent des gens à faible moyen qui ont des enfants, qui ont des jobs prenantes, qui sont en situation là, quasiment de survie, j'ai envie de dire. Donc, il faut des porteurs de ballons, des inspirateuristes d'imagination, je ne sais pas, quelqu'un qui, avec une belle idée, présente quelque chose, puis ça fait voir que c'est possible. Je crois beaucoup aux exemples de ce qui se fait ailleurs. Il y a bien des villes dans le monde où ils ont jeté des autoroutes par terre ou réaménagé des boulevards urbains, remis des canaux. Ça s'est fait. Il s'agit de le voir pour faire comme « Ah ben oui, c'est pas si fou, puis c'est possible ». Merci. Véronique, tu voulais répondre à la troisième question sur les loyers. Oui, puis je vais peut-être rejoindre un peu les autres questions. Oh, excusez. Je vais un peu rejoindre les autres questions en même temps. Donc, sur les loyers, c'est sûr que sur les logements donc du marché, c'était la question, c'est vrai, c'est par le tribunal administratif du logement que le gouvernement du Québec peut faire quelque chose. Et c'est possible de le faire.
Par contre, à l'échelle de la ville, il y a deux outils. Il pourrait y avoir un registre des loyers qui permettrait minimum de freiner la hausse du prix des loyers sans que ce soit un contrôle du prix des loyers qui relève du gouvernement du Québec. Mais en l'absence d'un registre provincial, dans le fond, ce qui serait le mieux, il pourrait y avoir un registre à l'échelle des villes, ce qui permettrait aux gens aux locataires d'avoir les informations, qui permettrait aussi d'avoir d'autres informations, notamment au niveau des logements vacants, mais qui permettrait de freiner l'explosion du coût des loyers ou le changement de locataire. Deuxième chose, on peut influencer le prix. La ville peut jouer un rôle pour influencer le prix des logements dits hors marché. Et ça, c'est très important dans le contexte actuel parce que le petit bout dont je n'ai pas pu vous parler tout à l'heure, c'est que actuellement, les principaux partis nous disent qu'ils veulent atteindre 20 de logements hors marché, mais dans les définitions, c'est que le logement hors marché inclut le logement social, mais s'adresse à des quintiles de revenus supérieurs. On nous dit le logement social, c'est pour le premier, deuxième et presque le troisième quintile. Et après ça, ben, dans le fond, c'est du logement intermédiaire. Et quand on regarde certains plans d'affaires, on constate que, ben, en fait, le logement hors marché, c'est du logement abordable, du logement plus cher que le marché. Là, on nous parle de 150 des loyers du programme d'habitation abordable du gouvernement du Québec. Ça fait quand même beaucoup plus cher que le loyer médian du marché, puis du logement au prix du marché neuf. Donc, tout ça, c'est dans le fond un projet pour des logements qui sont grosso modo inabordables pour la moyenne là, des locataires. À Montréal, là, les locataires qui consacrent déjà là, 30 de leur revenu pour se loger, c'est 25 000 leur revenu médian. Gardons ça en tête. Donc, tout ça pour dire que dans ce que la ville veut financer comme logement, elle peut avoir un effet en se donnant des critères d'abordabilité. Qu'est-ce que moi, je vais financer avec mes ressources de la ville, que ce soit clair? Que ce ne sera pas des logements plus chers que le prix du marché qui vont contribuer à l'inabordabilité. Donc ça, on a un rôle à jouer au niveau de la ville. Très important. Et ça, ben, on est là actuellement comme dans le débat. On pourrait aussi, par exemple, avec la Société d'habitation municipale, la SHDM, bon, Ensemble Montréal veut y reconfier les programmes d'accès à la propriété. Là, on a vu les échecs d'accès condo, mais on peut revaloriser son rôle à la SHDM. Mais il faut aussi peut-être se donner des grilles comme ville. C'est quoi les loyers qu'on va établir pour que ce soit véritablement abordable, par exemple, dans ce qu'on va financer à l'avenir, dans ce qui sera acquis par la SHDM. Après ça, ben, tout ça est très dans le marché, mais là, ça, c'est un autre débat. Tout ça rejoint un peu la question sur l'imaginaire. Je voulais vous glisser un mot parce que la question sur l'imaginaire, les audits publics versus la mobilisation citoyenne, moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que, c'est comme au Frappru, on est forme de contre-pouvoir. Il y a des contre-pouvoirs aux échelles locales. Il y a des mouvements sociaux aux échelles locales. Nous, nos membres, ce sont des comités de citoyens et citoyennes, des comités logements. Il y a d'autres groupes, les tables de quartier, etc. Donc, je pense qu'il faut occuper ces espaces-là pour, dans le fond, participer au contre-pouvoir qui existe à l'échelle des quartiers. Souvent, c'est l'échelle la plus, pour avoir travaillé dans un groupe de base, c'est l'endroit le plus facile pour faire une différence, pour obtenir des changements, des transformations importantes, mener des luttes locales qui vont avoir une influence sur le reste. Donc, nous, au Frappru, c'est là où on est. Après, je pourrais aborder le débat sur la démocratie participative puis d'autres modèles qui existent. Mais quand même, je pense que si on veut réfléchir à la mobilisation citoyenne, il faut occuper les espaces qui existent. Puis dans certains quartiers, il y a des liens entre tous ces groupes-là. Donc, ça permet, si on regarde ce qui s'est passé, par exemple, par le passé dans Pointe-Saint-Charles, il y a une grande mobilisation de l'ensemble des groupes populaires qui a permis au quartier d'obtenir des gains importants, de se doter de lieux. On parle beaucoup des communs, tout ça. Si on regarde ce qui se passe avec le bâtiment 7, c'est devenu un lieu où aussi les gens peuvent échanger, construire ensemble, transformer leur quartier. Donc, je pense que si on veut chercher comment on peut se mobiliser à l'échelle des villes, ben, je dirais allons vers nos groupes, dans nos quartiers, les différents groupes qui existent, puis travaillons à renforcer ça. Merci. Autre intervention sur les trois questions? Non? Alors, on pourrait prendre d'autres. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en a une dans la salle, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Allez-y. Oui, vas-y. Oui. Oui. Merci tout le monde. C'est super intéressant ce que vous êtes en train d'avancer. En fait, je rebondis, puis je vais complètement dans la direction de ce que Véronique vient de dire et de Cassandra. Puis c'est dommage que Mathieu ne soit pas là parce que dans sa dernière diapo, il parlait de budget participatif.
de Porto Alegre. Puis effectivement, Porto Alegre, au Brésil, est allé beaucoup plus loin que de nombreuses autres villes où il y a eu des budgets participatifs. Ils ont vraiment réussi quelque chose entre ils l'ont mis en place en 89, mais en 92, 96. Après le PT, puis en fait, c'est un Front populaire, c'était une coalition, ils ont perdu le pouvoir, puis c'est un nouveau gouvernement qui est arrivé, puis ils ont un peu mis ça de côté, mais en gardant le nom, parce qu'ils avaient eu un prix des Nations Unies de la bonne gouvernance, etc. Mais tout ça pour dire qu'ici à Montréal, avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal Alternative, on s'est beaucoup inspiré de ça. On a organisé des sommets citoyens. Puis on a finalement, là je vous parle début des années 2000, et puis on a finalement réussi à convaincre notamment l'arrondissement du plateau Montréal à faire un exercice de budget participatif. C'était Hélène Foutopoulos du RCM qui était la mairesse à cette époque-là. Il y a eu donc un mandat, il s'est passé quelque chose, on a fait une évaluation, c'était pas parfait, c'était la première fois, mais dès qu'est arrivé Luc Ferrandez, pour ne pas le nommer, le budget participatif a disparu, ils ont mis un budget en ligne, puis ils ont appelé ça budget participatif parce que Luc, mais comme d'autres, ils ne croyaient pas. Et c'est là où je rejoins Cassandra et Véronique. Pour moi, la démocratie doit venir de la base. Quand elle est institutionnalisée, souvent les administrations, les gouvernements ont tendance à la vider de sa substance. Dans mon arrondissement, on sait qu'on a un budget participatif, c'est une enveloppe de 200 000 $, puis une petite consultation, puis on se saupoudre un petit peu d'argent dans les projets. Puis j'ai regardé les autres municipalités, Baie-Saint-Paul, en tout cas, il y en a dans plusieurs autres municipalités maintenant, puis c'est à peu près la même chose. Donc, ce n'est pas du tout l'ampleur de ce qu'a eu le budget participatif dans Porto Alegre. Et c'est là où les opérations populaires d'aménagement sont intéressantes, parce que c'est vraiment un exercice de priorisation de ce que les citoyens et citoyennes veulent faire. Et puis, par la suite, même si on peut dire que les tables de quartier n'ont pas le pouvoir nécessairement, ils ont ça comme outil pour négocier avec l'arrondissement et ça devient vraiment un contre-pouvoir. Donc, à mon avis, la clé, elle est vraiment de ce côté-là et pas dans l'institutionnalisation de quelconque exercice qui devient bidon quand ça fait l'affaire des élus. Merci beaucoup. Une autre intervention en salle? OK, parfait. Oui, bonjour, merci. Victor Malherbe pour Espace Ville Autrement. Deux petites questions. Première, on a parlé d'espaces vacants. On sait en 2023, il y a eu le règlement qui est venu resserrer un peu les règles, mettre des amendes un peu plus salées, les normes d'entretien pour les bâtiments vacants, avec un registre prévu pour 2024. Aujourd'hui, on voit, bon, registre prévu maintenant pour janvier 2026, à voir si ça va être fait. Les amendes, ça a été relayé dans la presse, mais très peu d'amendes au final pour les règlements. Donc, même quand on vient aller chercher des gains au niveau législatif, on voit qu'au niveau de l'application, il y a des problèmes de capacité ou de volonté de les appliquer d'une façon qui soit vraiment transformatrice. Qu'est-ce qu'on peut faire en réaction à ça? Donc, c'est la première question. Deuxième question, par rapport à la police, j'aimerais peut-être entendre un peu parler plus sur l'aspect des forces de sécurité privées qui ne sont pas mentionnées, mais qui sont quand même un facteur important dans l'équation où des fois le retrait de la police, ça peut être une façon d'augmenter les services privés et ça peut avoir des effets pervers. Et donc, j'aimerais avoir un peu plus d'informations sur cette dynamique-là. Merci. Merci. Donc, on peut passer aux réponses. Oui. Alors, Comme tu y aller en premier, puis j'y vais en deuxième. Premièrement, j'apprécie beaucoup l'intervention sur le budget participatif. Je pense que on est dans un moment où Projet Montréal a repris beaucoup d'idées progressistes pour ensuite les tuer. Et j'ai peur maintenant que comme l'idée d'un budget participatif est mort, alors, mais on peut le faire vivre, mais c'est juste que comme tu as dit, comme on parle des enveloppes de 200 000 $ dans un quartier, c'est des cadeaux ici et là. Et pour moi, ce qui était très important, c'est que en 2020, il y a eu une consultation publique sur le budget de la ville et 73% de la population ont
voté pour un définancement de la police et le projet de Montréal a juste ignoré le sondage, a ignoré toutes les interventions et ensuite l'année prochaine, ils ont juste éliminé le sondage. Ouais, ils ont éliminé les questions sur la police dans le sondage. Donc, c'est comme, malheureusement, ils vont nous vendre l'idée qu'ils ont fait un budget, un processus de budget participatif, alors que c'est clairement pas le cas. Ils ont centralisé le pouvoir. Donc, j'apprécie beaucoup ton intervention. Sur les questions de sécurité privée, c'est genre, il n'y a pas eu un recul de la police. La police est toujours plus présent dans la vie. Donc, si on a commencé à avoir plus de sécurité privée, c'est pas parce que la police a reculé, mais c'est clair que la ville fait de plus en plus sert de plus en plus des formes de sécurité privée, surtout pour comme surveiller et réprimer des personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est quelque chose à surveiller, absolument, mais je pense que c'est pas une question, quand je parle de définancement de la police, je ne dis pas que quand j'ai dit des policiers, c'est tout, c'est qu'on regarde des tâches que les policiers sont appelés à faire et de les donner à quelqu'un d'autre. Et c'est clair que on ne parle pas assez du fait que les arrondissements payent les fermes comme Circo pour comme réprimer des gens. De la même façon, avec encore moins de comme surveillance, parce qu'ils sont pas, les policiers en principe sont comme encadrés par le code de déontologie. Les fermes de sécurité privée ne sont pas. Oui, la question sur le comment, dans le fond, faire en sorte que les règlements qu'on nous promet soient instaurés. Très bonne question. Des fois, on pourrait se dire, ben, pourquoi on s'intéresse tant aux plateformes électorales et aux engagements qui sont pris s'ils ne sont pas respectés? Nous, au Frappru, là-dessus, on a toujours été un peu pragmatique en se disant, ben, si on a des engagements durant la campagne, c'est plus facile par la suite de taper sur le clou pour que ces engagements soient respectés. Bien honnêtement, ce qu'il faut dire dans le contexte actuel, c'est que c'est tellement intense depuis quelques années et il y a tellement de recul qui nous pendent au bout du nez face au gouvernement supérieur que dans les derniers mois, il y a eu des luttes importantes amenées face au gouvernement caquiste, entre autres, etc., ce qui fait en sorte que ben, le jour où il y a un recul sur le registre des loyers, même si on le voit passer, il passe un peu dans le beurre. Et là, ça nous questionne tout le monde, hein, comme citoyens et citoyennes. Je pense que première étape, il faut avoir des engagements. Là, on regarde sur le registre. Effectivement, il y a des engagements pour le registre des loyers qui reviennent, alors que c'est une promesse de la dernière campagne. Airbnb, hein, on pourrait aller plus loin pour vraiment faire un enjeu pour une interdiction complète. Hein, il faut, quand on se questionne sur tout à l'heure, comment l'imaginaire le garder vivant, puis pas juste être attentiste, en fait, puis regarder ce qui est sur la table, bien, on pourrait, et là, je pense que c'est là où on a encore, on peut faire quelque chose pendant la campagne pour appeler les candidats et candidates à aller plus loin face aux enjeux qui, dans le fond, changent notre ville, puis vont avoir des effets là, très, très graves sur son développement dans les plusieurs années, etc., l'effritement de tissu social dans nos communautés. Bon, alors, par la suite, une fois qu'il y a des engagements, bien, je pense que c'est par la mobilisation, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est sûr que tout ça dépend du rapport de force. Et c'est là où je pense que dans le travail entre les mouvements sociaux pour mettre de l'avant l'importance d'enjeux pour que la pression soit là, non seulement durant la campagne électorale, mais après, c'est important. Après ça, je pense que je n'ai pas de solution miracle, mais je pense que de maintenir la pression sur des engagements importants, les rendre, réussir à les vulgariser, parce que tout ça est très technique, hein? Un peu, nous, on suit ça, on voit les subtilités dans les engagements, mais pas tout le monde, hein? On n'a pas parlé de abordable, hors marché, etc. Bon, les subtilités dans les engagements qui sont pris au niveau de la protection du parc locatif, mais je pense qu'on a intérêt peut-être à être plus audible, exposer davantage un peu les enjeux, comment ça a des effets sur le développement de notre ville, puis maintenir la pression tout au long du mandat. Je pense que pour revenir sur le rôle des contre-pouvoirs, c'est là où on peut, je pense, réussir à avoir une influence. Je pense qu'il faut quand même proposer notre vision de ville, nos propositions politiques, mais ensuite de ça, je pense sur les morceaux qui permettent des avancées où ben, il ne faut pas lâcher, dans le fait, puis
se parler et se mobiliser à toutes les échelles, mais je pense vraiment que le travail à l'échelle des quartiers est important, puis à l'échelle de la ville aussi. En tout cas, nous, les groupes membres du Frappru de Montréal, il y a une table des groupes de Montréal, les gens ne restent pas dans leur quartier, se parlent pour interpeller la ville tout au long de l'année, puis je pense que c'est une des portes d'entrée, en tout cas, notamment au niveau des règlements concernant le logement, c'est via les comités logements que les locataires peuvent agir pour changer les politiques, pour se mobiliser, pour décider des plans d'action. Fait que moi, c'est pas la seule, mais c'est une porte d'entrée pour participer à la lutte en matière de droit au logement à l'échelle de la ville. Merci. D'autres interventions? Oui. Marc-André Houle, Collège de Maisonneuve, membre du CRASH. Je suis content qu'on arrive à ce point-là, rapport de force, mobilisation, mais dans ce qui n'a pas été dit, c'est l'autre côté du rapport de force. Ce n'est pas juste contre la ville, c'est tous les opérateurs économiques, les promoteurs immobiliers, pour ne pas les nommer, c'est des joueurs importants. Je pense qu'ils ont eu une victoire au plan des imaginaires. Ils ont réussi à obtenir l'idée qu'il y avait une crise du logement, qu'il fallait construire, puis qui avait été empêché de construire depuis des années. Vous voyez, ça, c'est quand même assez important. Donc, il y a une guerre des imaginaires, puis là-dessus, on peut dire, puis les médias ont embarqué, les commentateurs, puis donc, et je ne l'ai pas entendu, ça, dans la réflexion. J'ai entendu la démocratisation, j'ai entendu la question du métropolitain, transformer ça en boulevard. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que toute l'industrie du camionnage, toutes les entreprises seraient contre nous. C'est des acteurs plus puissants. Ça prend, je vais faire attention à mes termes, là, une super mobilisation qui n'a pas toujours eu lieu pour tenir, pas seulement pour stopper des projets, mais pour faire reculer des projets. Alors, puis là, non seulement la ville a un rapport, n'a pas tout le temps les deux mains sur le volant par rapport à Québec, mais Montréal, par rapport à sa communauté aussi, n'a pas toujours non plus préséance sur tout. Et à l'intérieur de la ville, que ce soit les arrondissements ou le rapport entre les acteurs, là-dessus, on a beau mobiliser, mais la réflexion doit aussi porter là-dessus. Sur les acteurs économiques, on va se le dire, qui sont assez puissants. Hein? Puis on l'a vu, quand la Ville est arrivée avec son règlement 20-20-20, les promoteurs ont dit tout de suite, on n'investit pas. Hein? Il y a un refus d'investir. Ailleurs, on aurait dit que c'est une grève du capital, mais ici, on est un peu gêné que ces termes-là, mais c'est quand même ça qui est arrivé, hein, par rapport au logement, par rapport au front. Quelques promoteurs ont accepté d'inclure un certain pourcentage de logements, c'est vrai, mais dans l'ensemble, il y a quand même eu ce recul-là. Donc, moi, je pense que la réflexion au niveau municipal doit porter aussi là-dessus. Mobiliser, oui, mais contre qui? C'est ça qui est important. Je peux peut-être me lancer avant de te passer la balle là-dessus. Moi, je rêve d'une telle super mobilisation contre les acteurs économiques, mais force est de constater, et là, ça touche à la police, ça touche au légal. Dès qu'on se mobilise contre, ben ils sont contre. Et le droit à la propriété privée étant ce qu'il est, c'est pas long qu'on a la police sur les bottes, parfois avec les casques, les boucliers, puis toc, 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 et ils nous font peur, embarquent dans leur petit autobus de location légaré, puis là, pom, pom, pom. Fait que là, on rameute les enfants, puis OK, on s'en va. Mais tu sais, ça marche, ils font peur, puis ils font mal, puis moi, je suis pas la plus brave des militantes, alors quand je les vois arriver avec leur casque puis leur bâton, je cherche un peu les lignes de côté. Tous les acteurs économiques du camionnage et tout, effectivement, on les a contre. Le port, on l'a contre. Le CN, on l'a contre. Le CN a sa propre force de police qui a les mêmes pouvoirs qu'une police publique, si on peut dire. Alors, c'est quand même particulier, ça. C'est une entreprise maintenant privée, parce que ça a déjà été une compagnie nationale, qui a sa propre force de police et qui applique ses propres lois et sur aucun palier de gouvernement ne semble avoir prise. Alors, évidemment, là, quand on rentre dans les promoteurs immobiliers, fort heureusement, dans le quartier, il y a une certaine résistance aux promoteurs immobiliers.
bien que certains réussissent à évincer des blocs complets. Et là, ça donne quoi? Ça donne des gens qui investissent les boisés puis les terrains vagues, puis deviennent des campeurs. Donc, notre lutte qui était à la base territoriale devient sociale parce que cet enjeu-là est de plus en plus présent. On n'a jamais vu autant de gens dans des tentes, hiver comme été, à présent. Mais il y a un Airbnb qui s'est fait repeinturer là, il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an, dans l'acclamation populaire générale. Donc, il y a peut-être un manque de passation des connaissances. Je pense aux bâtiments 7 qui ont touché autant au logement qu'à l'industriel, qui ont réussi à bloquer des projets et que là, on n'a pas réussi à tout freiner les développements de logements, de tours à condos, mais on réussi à imposer leur vision, ont réussi à imposer un fort taux de logement social et à réussir à diminuer le nombre d'étages en hauteur en créant leur propre société immobilière. Là, Action Gardien est là-dedans, puis a participé au développement du bâtiment 7 aussi. Donc, on a besoin de se communiquer ces savoirs-là, je pense, pour démocratiser les connaissances entourant la possibilité de mener une telle lutte générale. On ne peut pas dire révolution. Ce qui serait super mobilisation. Rapidement, parce que je vois qu'il reste 4 minutes sur la question des promoteurs. On en a trop peu parlé à raison, là, notamment. Puis il nous parle beaucoup de recul au bout du nez, là aussi, parce que c'est vrai que quand même, il y a eu des avancées dans les dernières années. Il faut se le dire. D'ailleurs, tout le monde, les promoteurs se plaignent de ne pas avoir été écoutés du tout dans les dernières années. Hein, mais il y a beaucoup de recul qui nous parle au bout du nez. Je pense qu'il y a eu des avancées pour justement imposer une vision politique insuffisante, mais quand même, au lieu de laisser les clés de la ville aux promoteurs, il faut se rappeler où on en était là, hein, dans les années Coder quand même, avec les mobilisations, à qui appartient la ville, etc. Donc, c'est clair que une des façons de policer là, le développement immobilier, c'est d'avoir une réglementation. Et c'est vraiment important parce qu'il y a eu vraiment une campagne de peur là-dessus, mais on est la seule ville à Montréal où il y en a un, règlement d'inclusion. Et quand on regarde ce qui se passe ailleurs, c'est pas Jojo, là. Cherchez Îlot d'Orchester dans le quartier Saint-Roch à Québec, là, ou un promoteur dans un quartier populaire veut faire un projet de 20 étages et puis a réussi finalement à faire un projet de 17 étages avec hôtel et tout ça sans aucun logement social. Malgré tout, il y a quand même, les promoteurs devaient verser une compensation insuffisante, mais qui pouvait servir au logement social. Et ça aussi, c'est une autre question que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais actuellement, c'est là aussi où on a des reculs. C'est que les fonds qu'on nous promet là, de part et d'autre pour l'abordabilité, etc., ça ne soit plus que pour le logement social, mais pour le fameux logement hors marché qui ne sera pas que social. Donc, à quoi doivent servir les ressources publiques des villes? Mais sur les promoteurs, je pense que oui, il faut se pencher là-dessus. Et là, je voudrais dire un mot aussi sur une des façons, entre autres, sur lesquelles il faut interpeller les villes, c'est que la population soit écoutée. On écoute les lobbies de propriétaires immobiliers, de développeurs, etc. Puis, ça n'a jamais été aussi difficile, malgré qu'on vit une crise du logement et de l'itinérance, que les gens qui ont des instances parlent au nom des locataires, mais consultent les locataires, élaborent avec les locataires leurs orientations et voient au chapitre. Ce ne sont en ce moment que les développeurs, même sans but lucratif, il y a des enjeux nombreux, mais on ne peut pas exclure les groupes populaires, les groupes communautaires, les mouvements sociaux de la discussion et penser que consulter des développeurs, c'est ça qui va nous donner un aperçu de comment on peut élaborer des politiques pour répondre à la crise du logement. Et ça, je pense que c'est une préoccupation qu'on doit avoir. Il faut que les élus entendent ces voix-là. Et je pense que c'est un enjeu à toutes les échelles, mais notamment à l'échelle municipale. Et je ne parlerai pas des difficultés qu'on a eues à obtenir des rencontres dans le cadre de la présente campagne, mais ça nous donne un aperçu. Hein? Est-ce qu'on écoute les lobbies ou on écoute les gens qui portent la voix d'une partie importante de la population? Bien, sur ce, il est 1h30, alors c'est l'heure à laquelle on avait convenu de mettre fin à l'activité, parce que bon, c'est l'après-midi qui commence. Mais je voulais encore une fois remercier nos 3 conférenciers, nos 3 panélistes et le panéliste à l'autre bout. Merci beaucoup.
Évidemment, tous les changements dont il a été question aujourd'hui, on a peut-être peu à espérer qu'ils voient le jour d'ici 2 semaines lors de l'élection. Mais c'était néanmoins le début d'une conversation qui peut se poursuivre et peut-être même se transformer en mobilisation si Et plus si affinité. Voilà.